On est mercredi soir, et un homme est assis dans son pick-up, garé dans l'allée, moteur coupé. Le plafonnier est allumé. Il sort une nouvelle scie à queue d'aronde d'un carton d'expédition pour la glisser dans un sac à outils en toile qui reste déjà dans le camion. Il aplatit le carton, le glisse sous le siège passager et range le reçu dans son portefeuille, derrière l'attestation d'assurance, là où personne ne regarde. La scie à queue d'aronde a coûté 160 $. Sa femme n'est pas au courant, elle ne sait pas non plus pour le trusquin acheté le mois dernier, ni pour le jeu de pierre à eau japonaise, arrivé un mardi pendant qu'elle était au travail, qu'il a porté du Porsche au garage sans passer par la cuisine. Il a déjà une scie à queue d'aronde. En fait, il en a deux. Celle-ci a un trait plus fin et une poignée d'une autre géométrie. Et il peut en donner une justification technique dans les moindres détails si on lui demande, mais personne ne demandera, parce que personne ne saura. Il ouvre la portière, va au garage, accroche la scie sur le panneau perforé entre les deux autres, et reste un instant là à les regarder, toutes les trois côte à côte. Puis il rentre, embrasse sa femme sur le front, et demande ce qu'il y a à dîner. Demain matin, en allant au travail, il jettera le carton dans la benne de recyclage de la station-service. Ce n'est pas de la tromperie, pas au sens où on l'entend d'habitude. Entre l'allée et le panneau perforé, il se joue quelque chose de plus subtil, de plus révélateur psychologiquement, et ça tient moins à la malhonnêteté qu'à la façon très précise dont les hommes vivent le désir, la culpabilité et l'identité dans le cadre d'une vie domestique partagée. La dissimulation commence avec un phénomène psychologique que les communautés de menuisiers ont baptisé, avec une lucidité amusée, le TAD, trouble d'acquisition d'outils. Le nom est une blague, pas le mécanisme. Les recherches sur le comportement d'achat montrent que la réponse dopaminergique liée à l'achat est la plus forte au moment de l'anticipation, pas de la possession. L'homme assis dans son camion n'éprouve pas de culpabilité à cause de l'argent. Il vit la dernière phase d'un cycle neurochimique commencé, quand il a vu la scie en ligne, monter quand il a lu les avis, culminer quand il a cliqué sur acheter, et qui boucle maintenant son trajet à mesure que l'objet passe de l'image numérique au poids réel dans sa main. La dissimulation n'est pas un comportement séparé de l'achat. Elle fait partie du même cycle. Cacher l'achat prolonge l'expérience privée. Le partager avec sa femme mettrait fin au cycle, le soumettrait à une évaluation pratique, le ferait passer du ressenti à la conversation. L'homme dans l'allée ne cache pas une scie. Il protège les toutes dernières minutes d'un événement neurochimique que sa vie quotidienne produit rarement. Il y a un second niveau qui demande le vocabulaire de la psychologie masculine. Les travaux de Ronald Levent sur la lexithymie masculine normative décrivent un état très répandu, où les hommes, après des décennies de socialisation, perdent l'aisance à nommer leurs propres états émotionnels. Cet homme ne sait pas que cette scie lui fait ressentir quelque chose. Il sait qu'il la veut. Il peut expliquer ce désir en termes techniques. Le trait, la poignée, l'acier. Ce qu'il ne peut pas expliquer parce qu'on lui a ôté ce vocabulaire avant même l'adolescence, c'est que tenir un bel outil bien fait produit un état émotionnel précis qu'il ne trouve nulle part ailleurs dans sa vie. Un sentiment de possible, de compétence, d'accord entre ce qu'il est et ce qu'il tient. La dissimulation ne concerne pas sa femme. Elle tient à l'impossibilité d'expliquer, dans la langue d'un budget familial, que 160 $ ont payé quelque chose qui n'a aucune ligne sur un tableur. Cet homme ne cache pas l'achat à sa femme. Il cache ce ressenti à un monde qui n'a pas de case pour lui. Le circuit de la récompense lié à l'effort, décrit par la docteure Kelly Lambert, en donne la base neurologique. L'ancienne voie qui relie le mouvement de la main à la production de sérotonine et de dopamine ne s'active pas seulement pendant le travail. Elle s'active aussi quand on manipule des outils, qu'on les range, qu'on imagine ce qu'ils vont permettre. L'homme debout devant le panneau perforé, regardant 3 scies à queue d'aronde alignées, n'admire pas une collection. Son système nerveux lance des simulations. Chaque scie est un futur condensé. Un assemblage coupé, une boîte montée, un après-midi où le monde se réduit à la largeur d'un trait de scie et où toute autre exigence se tait. La chimie cérébrale produite par cette contemplation est réelle, mesurable, importante. Demander à cet homme de justifier l'achat en termes économiques, c'est comme demander à quelqu'un de justifier un coucher de soleil par la longueur d'onde des photons. Les données sont exactes, mais elles ne saisissent pas l'expérience. L'histoire culturelle des hommes et de leurs achats ajoute une dimension que la seule psychologie individuelle n'explique pas. Pendant des générations, le budget du foyer était un territoire négocié. L'homme gagnait, la femme gérait. Les outils formaient sa marge de liberté, la seule dépense qui servait son identité plutôt que les besoins communs de la famille. Puis l'économie domestique a évolué vers un vrai partenariat, et cette marge s'est réduite. Compte bancaire commun, carte de crédit jointe, relevé clair qui arrive par mail et que les deux regardent. Les outils sont devenus visibles comme ils ne l'étaient pas avant. Cette dissimulation n'est pas un reste de malhonnêteté.
C'est le reste d'un temps où le rapport d'un homme à ses outils était privé, personnel, hors contrôle. L'homme qui cache la scie dans son pick-up ne se comporte pas comme un enfant qui planque des bonbons. Il se comporte comme un homme dont le dernier espace privé, celui entre le désir et sa satisfaction, a été rendu public par l'architecture de la finance moderne. Cacher, c'est tenter de préserver une frontière que la culture a effacée. Le mouvement des men's sheds, né en Australie puis diffusé dans des dizaines de pays, offre un parallèle éclairant. Dans ces ateliers partagés, des hommes se retrouvent pour travailler côte à côte, partager outils et espaces, construire et réparer ensemble. Les chercheurs qui ont étudié les effets psychologiques des men's sheds ont découvert que l'un des résultats majeurs n'était pas ce qu'on y fabriquait, mais la normalisation du désir. Dans le shed, un homme peut prendre en main un nouvel outil, en parler, en admirer la conception, et personne ne lui demande de justifier la dépense. Le désir de l'outil est compris comme une expression légitime de son identité, pas comme un écart financier. L'homme qui cache ses achats dans son véhicule n'a pas cette normalisation. Son désir se vit dans l'isolement, jugé dans un cadre domestique, où la valeur se mesure en utilité et en coût. Alors le désir passe sous terre, non parce qu'il serait honteux, mais parce qu'il n'a pas de place reconnue dans le vocabulaire du foyer. À Memphis, dans le Tennessee, il y a un expert en sinistre nommé Gary. Il a 49 ans. Il est marié à Susan depuis 23 ans. Son atelier, c'est un garage pour 2 voitures qu'il partage avec le monospace de Susan, ce qui réduit son espace de travail à la place de gauche et à une bande étroite le long du mur du fond. Il fabrique des meubles, surtout de petites pièces, boîtes à bijoux, planches à découper, parfois une petite table d'appoint. Sa collection d'outils a grandi régulièrement au fil des ans, et chaque nouvel achat arrive selon une séquence que Susan connaît bien. Gary mentionne l'outil d'un air détaché, des semaines avant de l'acheter, une allusion à une vidéo YouTube. Une remarque sur une technique qui demande un ciseau ou un rabot précis. Il prépare le terrain, il construit le récit. Quand l'outil arrive, il le présente comme quelque chose de pratique, presque inévitable. Susan voit tout ça parfaitement. Elle a dit à ses amis que Gary mène une campagne de lobbying avant chaque achat d'outils, et les amis rient, et Gary, quand il entend l'histoire racontée, rit aussi. Mais il y a des outils que Susan ne connaît pas. Une petite fausse équerre de traçage en bronze à $80, rangée dans un tiroir. Un jeu de gouges de sculpture venant d'un artisan de l'Oregon, livré un jour où Gary travaillait depuis la maison. Il ne les cache pas par peur. Susan ne se mettrait pas en colère. Le budget le permet. Il les cache parce que l'expérience de les acquérir, la recherche en privé, l'hésitation, l'arrivée, la première fois que sa main serre le manche, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Dans une vie où tout est partagé, où chaque décision se prend à 2, où chaque dépense est visible, l'outil caché devient le dernier acte privé. Susan a trouvé une fois la jauge de traçage en cherchant un mètre ruban. Elle l'a levée et a regardé Gary. Il a haussé les épaules. Elle l'a remise dans le tiroir et l'a refermée. Aucun des deux n'en a reparlé. Dans sa façon de refermer le tiroir, il y avait comme la preuve qu'elle comprenait plus qu'elle ne disait, et dans sa façon à lui de ne rien expliquer, comme de la gratitude qu'elle n'ait rien demandé. Ce que la plupart voient quand ils apprennent qu'un homme cache à sa femme l'achat de ses outils, c'est une petite tromperie ridicule. Un adulte qui fait entrer du matériel au garage en douce comme de la contrebande. En réalité, ce qui se passe est psychologiquement bien plus complexe que ne le laisse croire la blague. Les recherches sur le TAD nous disent que le cycle d'acquisition produit des réponses neurochimiques que la dissimulation prolonge et protège. Les travaux sur l'alexithymie nous disent que l'homme ne peut pas traduire l'expérience dans un langage qu'une conversation de foyer pourrait contenir. Le circuit de récompense lié à l'effort nous dit que le cerveau réagit à l'outil à un niveau que l'analyse coût-bénéfice n'atteint pas. L'homme ne cache pas un achat. Il protège le dernier couloir privé entre son identité et le monde, ce petit espace où un désir n'a à se justifier devant personne. Si vous avez déjà attendu dans une voiture garée pour passer un outil d'un sac à un autre, ou caler une livraison un jour où la maison serait vide, ou porter un carton du perron au garage sans passer par la cuisine, la question n'est pas de savoir si ce comportement est rationnel. La vraie question, c'est ce que ça veut dire quand la chose la plus privée de votre vie n'est ni un secret, ni une peur, ni une ambition. C'est un outil à main dans un tiroir que personne d'autre ne connaît, et la sensation qu'il vous donne quand vous ouvrez ce tiroir seul et que vous le tenez dans la lumière.